Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Une nouvelle vidéo ce soir pour tout vous dire juste après le bilan de la semaine précédente. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer la deuxième partie que j'ai jouée en Chess League 45-45. Donc en fait c'est une partie, c'est la deuxième ronde. Mon équipe est pour l'instant au milieu de tableau puisqu'on a fait nul sur le premier match avec un 3-3. Moi j'avais gagné ma partie et on a fait 3-3, donc on a fait un match nul. Et pour la deuxième ronde, je rencontrais Obvious Cheater, un nom assez intéressant, ça veut dire tricheur évident, mais je pense pas qu'il ait triché. Euh, c'est aussi le nom du coup de l'équipe qu'on a rencontrée, Obvious Cheaters. Et nous, notre équipe s'appelle God Save the Queen. Moi, mon pseudo, c'est God666. Donc, l'équipe, je ne suis pas partie prenante dans l'histoire, a choisi God Save the Queen. Donc, c'est marrant parce que Obvious Cheaters et God666 jouaient ensemble au premier échiquier. Donc, j'avais les blancs. Et tous les deux, on avait un petit peu le pseudo-titre de nos équipes, en quelque sorte. Obvious Cheater pardon, est classé 2255 en partie lente. Donc j'attendais une partie difficile et je m'étais un peu préparé. J'avais regardé ses ouvertures et j'avais vu qu'il jouait sur un E4 qui est mon ouverture, on va dire, classique, E5 et notamment la partie espagnole. Alors je vous ai coupé un peu la fenêtre Lichess là parce que il y a des gens qui aiment bien, m'ont-ils dit, regarder les parties sans connaître le résultat à l'avance. Et en fait, Lichess vous donne le résultat en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. On le voit partout en fait. Il y a aussi en bas le PGN qui s'affiche. Donc j'ai coupé pour pas que vous voyez le résultat. Et autre intérêt de cette partie, c'était la première partie jouée aussi dans l'équipe, enfin entre les deux équipes. On ne savait pas encore quel était le résultat obligatoire. Enfin, on est les premiers à ouvrir le bal en quelque sorte, c'est intéressant aussi. Alors il y a le chat à côté, parce que vous avez forcément les gens des deux équipes qui regardent et qui chattent en même temps. Bien entendu, quand vous jouez, vous ne voyez pas le chat, hein, ça va de soi. Vous pouvez juste chatter avec votre adversaire si vous le voulez, mais vous ne voyez pas le chat, vous ne voyez pas les kibitzers, vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. Par contre, après, quand vous analysez, vous avez accès à la fenêtre de chat et donc vous voyez les commentaires qui ont été faits. Donc ça, c'est sympa aussi pour voir ce que les gens pensaient de votre partie pendant que vous la jouiez. Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, la ligue Lichess, donc ce sont des parties lentes qui se jouent en 45 minutes plus 45 secondes contre un adversaire, enfin c'est par équipe, donc sur Lichess, à raison d'une partie par semaine. Et moi, je trouve la formule formidable. C'était la deuxième ronde que je jouais. Je l'ai joué totalement comme une partie sur échiquier, c'est-à-dire je ne bouge pas les pièces, je ne vais pas consulter un livre ou un ordinateur, je suis exactement dans la même posture que lorsque je joue une partie réelle. Voilà, c'était un peu différent parce que j'ai ma fille et ma mère qui faisaient des crêpes derrière, c'était assez rigolo. J'ai essayé de me concentrer, il y avait la télé qui tournait aussi, mais je m'étais mis face à un mur et à mon échiquier, donc je joue sur échiquier. C'est très réaliste. Et j'ai une tablette à côté de moi qui affiche les coups de mon adversaire et je choisis sur mon échiquier ma réponse, je la passe à la tablette et j'attends que la tablette fasse du bruit quand mon adversaire a joué. Donc j'ai vraiment l'impression de jouer. Enfin, pour moi, c'est exactement comme quand je fais par exemple les parties du tournoi interne du club. C'est vraiment comme sur plateau. Donc c'est un entraînement grandeur nature de tournoi sans sortir de chez soi. Enfin, personnellement, je trouve ça génial. Alors après, évidemment, il y aura des tricheurs vu la cadence lente et il y en a. Mais pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Et j'apprécie vraiment la formule, quoi, parce que enfin voilà, c'est vraiment réaliste et intéressant. Autre intérêt, puisqu'on est sur Lichess, on peut aller voir les parties de son futur adversaire, on est appareillé en gros 2-3 jours à l'avance, et donc j'avais vu qu'il jouait la partie espagnole, et notamment le Gambit Marshall. Donc j'ai pu m'y préparer. Et à ce stade de la partie, j'ai pas été surpris, il a joué A6, donc je réponds par fou A4, cavalier F6, on est purement dans la théorie de l'espagnol, petit roc, fou E7, qui menace peut-être de faire cavalier prend E4, donc tour E1 qui défend le pion E4, B5 qui repousse le fou en B3, et petit roc qui introduit la volonté des noirs de jouer fou A5. Si ici on répond classiquement par, pardon, je vais faire comme ça, par C3,
Alors il y a D5 qui introduit le Gambit Marshall. Et moi le Gambit Marshall je l'aime pas du tout. Pour l'instant je suis pas assez fin tacticien pour comprendre ce qui se passe. En termes de théorie il y a beaucoup de travail parce que bah, c'est quelque chose qui se joue depuis longtemps. Hein. Frank Marshall a inventé ça contre Capablanca qui a été capable d'ailleurs de gagner la partie. Mais il a résolu des problèmes très difficiles sur l'échiquier pour la première fois où il a vu apparaître le Gambit Marshall. Vous pouvez facilement trouver cette partie, elle est intéressante. Depuis le Gambit Marshall pour les Noirs a été largement amélioré, puisque Marshall lui-même n'avait pas trouvé forcément la meilleure suite. Et c'est vraiment un Gambit très virulent qu'il faut connaître si vous devez l'affronter avec les Blancs. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça les mains dans les poches. Hein. Alors moi j'ai essayé, j'ai pris des tôles et j'ai décidé de l'éviter. Donc maintenant je joue. Alors il y a deux façons d'éviter le Gambit Marshall. Il y en a peut-être plusieurs, moi j'en connais deux. Il y a A4 et H3. L'idée d'A4, en fait, c'est que si maintenant, après A4, les noirs bougent le pion D5, bah, il y a pion prend B4 qui est intermédiaire et qui menace le cavalier. Donc on lui pose une question, on ne peut pas reprendre parce qu'il y a la tour qui est derrière. Donc le Gambit est grippé en quelque sorte. Voilà. H3 c'est intéressant aussi, on ferme la diagonale en quelque sorte, on empêche des sauts sur la case G4 qui est super importante dans le Gambit Marshall. C'est notre approche. Pour cette partie j'avais préparé A4, donc j'ai joué A4, forcément. Enfin alors, quand je dis préparer, ça mérite aussi d'être éclairci, et j'aurais besoin de votre aide, notamment pour les joueurs aguerris. Vous êtes nombreux à faire des commentaires sur le site, comment est-ce qu'on se prépare? Parce que là je découvre avec la ligue qu'on peut se préparer, mais j'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc là, comment est-ce que je me suis préparé? Bah, j'ai trouvé l'ouverture déjà qui était susceptible de jouer mon adversaire contre moi. Face à A4, déjà j'ai pas trouvé des tonnes de parties de sa part. Il y a en gros D6 et D6 et fou B7 qui sont possibles, mais il y a d'autres coups, ça ce sont les principaux. Donc ma préparation a consisté en fait à regarder ce qu'il avait joué dans ces cas-là, et comme j'ai trouvé peu de choses finalement, ou pas grand-chose de très convaincant, je me suis entraîné moi, en me disant je vais rencontrer probablement cette position, donc j'ai joué contre mon ordinateur les deux variantes, en réglant le niveau à 1800 Elo, j'ai gagné, 2000 Elo, j'ai gagné, 2002 Elo, j'ai gagné, euh, et, euh, voilà, mon entraînement a consisté finalement à trouver les plans gagnants contre l'ordinateur dans ces positions. Peut-être qu'avec un joueur qui aurait beaucoup plus de parties, évidemment la préparation pourrait être plus fine, mais vous autres amateurs, lorsque vous rencontrez des amateurs que vous connaissez, vous savez à peu près quelle ouverture vont jouer, ben, ça m'intéresserait de savoir comment vous vous préparez. Voilà. C'est-à-dire qu'on connaît à peu près son ouverture, mais on ne sait pas non plus exactement quel coup va jouer l'adversaire, parce qu'on n'a pas accès à des bases de données de centaines de parties dans cette variante. Quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Donc je rappelle, mon adversaire était 2255, moi au moment de la partie je suis 2115, donc il y a quand même un delta. Mais j'ai les blancs et du coup j'étais en confiance. Cette petite préparation. Alors maintenant pour les autres, ceux qui ne savent pas comment faire ou qui ne savent pas ce que ça apporte, moi j'ai adoré parce que cette petite préparation m'a apporté en confiance. J'avais joué la veille des parties dans la même position que j'avais gagné, et je savais comment je les avais gagnés, je savais aussi où j'avais raté des coups, donc j'étais prêt à jouer contre mon adversaire. Même sans avoir d'idée très très précise, j'avais un regain de confiance. J'étais en confiance, c'est important, et j'ai gagné beaucoup de temps à la pendule au début, parce que j'ai joué vite. Je n'étais pas surpris de l'ouverture, du choix et des variantes qui découlaient. Ah oui, alors pardon, j'ai dit il y a fou B7, il y a D6, évidemment il y a B4 aussi qui est plutôt le deuxième coup principal. Et donc mon adversaire a joué B4, contre lequel je m'étais préparé. Excusez-moi, j'ai conduit 1000 km aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Donc ça va pas être encore une analyse de haute volée, je vous présente la partie que j'ai jouée, quoi, hein, en Lichess 45-45. Ligue. Alors, B4. Donc on a quand même ici à cœur de défendre le pion. Donc je joue D3. Bon, il y a plusieurs variantes possibles, mais D3 est un coup tout à fait correct. Donc ça a le mérite de laisser une case de sortie pour le cavalier notamment, qui généralement aime bien se promener dans l'espagnol sur ces cases-là, faire ce parcours. Et solidifier aussi le pion E4. Et ouvrir une diagonale pour le fou. Donc c'est vraiment un coup multifonction des 2 D3.
Mon adversaire a répondu par D6, qui ouvre cette fois la diagonale du fou C8, voilà, avec plusieurs possibilités. Et ici, il y a un petit coup que moi j'aime bien, qui est A5. A5 qui a tendance en fait à dissocier les deux pions, donc peut-être affaiblir le pion B4, parce qu'il ne pourra pas bénéficier du support du pion A6. Mais ça prend aussi de l'espace à l'aile dame, et on va voir que ça réduit un petit peu les possibilités. Ça enlève aussi la case A5 au cavalier, parce que sinon cavalier A5 tout de suite était une possibilité aussi, qui posait une question au fou, et suivi de C5 avec une position tout à fait agréable pour les noirs. Donc A5 est un coup blanc qui empêche ces possibilités. Par contre, il a aussi un inconvénient, hein, tout est affaire d'équilibre, c'est que le pion A5 il va avoir besoin d'une nurse pendant toute la partie, parce que lui non plus il ne peut pas bénéficier du support de son pion, ami, qui est le pion B2, ou alors il faudra pousser C3 et essayer de faire un échange, mais souvent sur C3 il y a pion prend, et en fait on n'a plus de pion B2, quoi. Donc le pion A5 est potentiellement une faiblesse, il est un peu avancé en territoire ennemi et il a besoin de la tour pour le défendre. Il faut faire attention tout le temps, essayer de calculer, essayer d'éviter de faire en sorte que les noirs aient une deuxième attaque sur le pion A5, parce qu'il faudrait être capable d'avoir une deuxième défense. Parfois on peut aussi le sacrifier parce que en fait la pièce qui le prend sera un écran contre le pion A6, mais là je vais peut-être un peu loin, peu importe. Il est important de savoir que voilà, on empêche cavalier A5, mais en même temps on affaiblit un petit peu, enfin on crée une petite faiblesse en A5. Voilà, c'est un coup normal. Ici, mon adversaire a joué fou E6, c'est un coup super classique aussi. C'est tout simplement le coup le plus joué, hein, à haut niveau, avec Gritchou qui l'a joué par exemple en 2002 contre Kasparov, Anand aussi, il l'a joué contre Peter Leko en 2006. Des grands noms, Aronian, Kramnik. Donc fou aussi, c'est un coup très classique qui vient tout simplement contester la belle diagonale du fou ici, hein. Et il y a plusieurs réponses ici pour les blancs, plusieurs possibilités. Fou C4, pour essayer, on va le voir, d'ailleurs c'est un coup que je jouerai un peu plus tard, pour essayer tout simplement de bénéficier de l'appui du pion ici et de s'assurer un meilleur contrôle de D5 peut-être. Fou prend E6 est possible aussi, avec F prend E, mais moi j'aime pas trop, je suis pas forcément à l'aise avec, parce que je trouve que les noirs ont un centre plutôt sympathique. Ou cavalier BD2 qui développe une pièce et qui ignore un peu le coup de fou des noirs, mais qui en tout cas défend le fou B3. Donc c'est le coup que j'ai joué. Cavalier BD2. Et ici, habituellement, les noirs jouent. Alors il y a deux coups en fait. Tour B8 que j'avais rencontré. Non, c'est pas. Si, que j'ai rencontré en partie rapide réelle. Tournoi. En tournoi d'ailleurs, contre le grand maître féminin Kostiuk, Tatiana Kostiuk, que j'avais battu à cette occasion. Donc c'est aussi pour ça que c'est une variante que j'aime bien, parce que j'avais déjà un bon résultat, elle est en rapide 2350 je crois, ou 2310, enfin bref, plus de 2300, et une victoire dès le mois de novembre d'ailleurs, en tournoi contre elle, donc j'étais plutôt content, même si, pour être totalement honnête, dans la position finale je suis perdant, mais c'était une partie rapide et j'ai gagné à la pendule, donc ce sont des choses qui arrivent. Ça marche ça fait partie, hein, en rapide, la pendule c'est important. Mais j'avais pas mal joué la partie en fait, hein. J'avais été pas mal pendant la partie, et puis bon, il y avait eu des complications, à la fin elle était mieux et malheureusement elle avait plus de temps. Voilà. Et il y a aussi un autre coup qui est Dame C8. Dame C8 qui défend le fou, du coup, le fou E6 qui est arrivé ici, et qui peut-être empêche un peu les blancs de jouer H3, parce qu'on peut avoir peur après de fou prend H3 par exemple. Donc ce sont plusieurs possibilités, mais on voit que les noirs sont obligés de faire des manœuvres un peu à l'arrière, en fait, hein. Et mon adversaire lui a joué Dame B8, alors ça c'est un coup que je ne connais pas du tout. À haut niveau il n'est pas joué non plus, donc à partir de là, c'était la fin de ma préparation, je me suis mis à réfléchir en fait. Je sais pas si au niveau des joueurs amateurs, c'est un coup qui se joue.
Ouais, il a été joué bah, 2 fois, d'accord. Euh, et dans les 2 fois, il y a cette partie-là. Donc avant cette partie, il avait été joué qu'une seule fois sur Lichess. Et les blancs l'avaient remporté en jouant fou prend E6. C'est vrai que la dame ne défend pas. Euh, donc moi, c'est pas ce que j'ai joué. C'est pas ce que j'ai joué. Donc je regarderai. Je vous dis, je ne l'ai pas encore analysé. Hein, je la revois avec vous. Euh, je regarderai un petit peu ce que ça peut donner. Donc moi, j'ai pas joué ça. En fait, j'ai joué fou C4. L'idée de fou C4, en fait, c'est de libérer le cavalier de la défense. Enfin, mon idée à moi, je ne sais pas si c'est l'idée du coup, de la défense du fou pour qu'il puisse aller s'amuser sur les rois. Et de dire en fait aux noirs que s'ils prennent ici, en fait, on aura un beau centre avec des prends C4. C'est un coup qui permet de bien verrouiller la case D5. En tout cas, c'est ce que je prévoyais. Même si cavalier prend C4, reste aussi une possibilité avec un cavalier qui finalement défend le pion ici. C'est important parce qu'on a dame qui peut monter en B5 ici hein, et attaquer le pion, il faut avoir ça en tête aussi, assez vite. Donc les deux coups défendent, cavalier C4 parce qu'il défend directement le pion, et déprend C5, déprend C4 pardon, parce qu'il empêche la dame de venir en B5 en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai joué. Et puis fou C4 est aussi un coup qui empêche la dame de venir en C5, parce que c'était quand même sur dame B8, la menace des noirs, hein, j'ai cherché pour trouver mon coup sa menace, sa principale menace c'était dame B5 qui menaçait de gagner le pion ici, en A5. Donc fou C4 empêche, il a joué fou H... roi H8, alors ça c'est un peu un mystère pour moi, donc roi H8 je me suis dit ok, il va vouloir jouer F5. A priori je vois pas d'autres raisons de jouer ce coup. Mais non, j'étais pas convaincu parce que comme mon plan c'est de jouer cavalier F1 et cavalier G3, j'aurais normalement un bon contrôle sur la case F5 avant normalement qu'il ait le temps par exemple hein, de... Vous voyez si je commence par faire cavalier F1, cavalier 8, je dis une bêtise, hein, cavalier G3, il n'a pas le temps de jouer F5 ici puisque j'ai un bon contrôle. Enfin il peut pas pousser, il faudrait qu'il prenne d'abord, puis on prend. Et ici, donc, c'est pas possible parce qu'il y a deux contrôles. On peut pas pousser F5. Donc, personnellement, je comprenais pas bien ce coup roi H8. Et je vois pas d'autres menaces. Donc, j'ai joué cavalier F1. Pour suivre le plan que je viens d'énoncer. Et là, mon adversaire a choisi de prendre le fou. Donc, puis on prend. Là, il n'y a pas à réfléchir. C'est un peu forcé. Puis on prend. Et mon adversaire a joué cavalier D8. Donc cavalier D8 c'est intéressant parce que ça menace déjà C5 pour défendre le pion B4 qui est un petit peu seul. Donc là maintenant il va pouvoir être défendu. Même si l'inconvénient de C4, pardon pas B4, C5, C5 pour défendre B4, c'est que ça laisse D6 arriéré. Donc j'étais pas mécontent de voir ce coup C5 jouer, j'avais même envie de le provoquer si vous voulez, en me disant je pourrais peut-être tirer avantage du pion D6 arriéré. Sinon le cavalier peut aussi venir, donc c'est pour ça que c'est intéressant, en E6, et de là attaquer la case F4 ou la case D4. Donc c'est un coup à surveiller. Ce que je trouvais intéressant, c'est que quand même si c'est souvent le cas dans l'espagnol, les noirs n'ont pas des pièces géniales, quoi. Ils ont mis leur dame en B8, mais aujourd'hui elle sert à rien, elle ne fait que défendre un pion qui n'est pas attaqué. Elle n'a pas de perspective ici, elle ne peut pas venir en B5, elle ne peut pas venir en B6, donc elle a à la limite que la case B7 pour elle, donc c'est très peu. Il va falloir qu'elle se recycle, donc au moins en deux coups, après un C5, dame C7, dame... Bon voilà, c'est long. Le cavalier reculé en 8, donc il va aussi devoir consommer du temps pour revenir. La tour A8, clairement, ne joue pas pour l'instant. Et le fou E7 sert absolument à rien. Donc j'étais pas mécontent de la situation noire, je trouvais que chez les blancs on était un peu mieux avec toutes les cases blanches bien contrôlées alors qu'on n'a plus de fou de cases blanches. Donc ici on a quand même des cases blanches qui sont assez fortes chez les blancs. On a un pion en territoire ennemi,
On a un fou noir qui a des perspectives, un fou de case noire pardon, qui a plusieurs perspectives intéressantes. Il a au moins 2 diagonales sympas à sa disposition. Donc a priori il est plus fort que le fou E7. Et un cavalier ici qui va peut-être pouvoir atterrir facilement sur F5 et contribuer à une attaque du roi blanc, noir. Donc j'étais content de ma position à ce stade. Je me disais, mis à part une grosse attaque tactique, ça va pas mal. Maintenant, il faut trouver un coup. Le coup que j'ai trouvé, c'était roi G3. Il y avait roi E3 qui était possible aussi. Je pense que c'est... Mais j'avais peur de fermer cette diagonale. Pourtant, à la réflexion, le fou E3 ira jamais en G5. Son but, c'est pas ça, quoi, parce qu'il va pas s'échanger contre le fou E7, ce serait absurde. Mais je voulais garder la diagonale ouverte parce que je voulais peut-être un jour attaquer sur H6, quoi. Et donc le cavalier peut aussi y contribuer en venant en F5 et surtout pas fermer le fou par une position en E3. Toutefois en E3, le cavalier avait la perspective d'aller en D5. Alors en passant par E3, il y a un autre problème quand même, c'est que ce pion ici serait en l'air. Voilà, cavalier E3. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas joué, parce qu'il y a cavalier prend E4. Mais sur cavalier prend E4, en fait, chose que j'ai pas vue, parce que j'ai même pas calculé, si vous voulez, il y a une découverte, cavalier D5, qui menace le fou, et qui menace la tour. Donc au final, les noirs perdent une pièce, ou alors ils peuvent essayer de gagner un deuxième pion, mais bon, ils ont perdu une pièce, quoi. Voilà. Donc cavalier E3, c'était peut-être plus intéressant. Il va falloir maintenant que j'arrive à ne pas me satisfaire de variantes qui marchent, mais essayer de voir, une fois que j'ai une variante qui marche, s'il n'y a pas encore mieux. Et notamment avec des petits sacrifices temporaires, parce que souvent on peut récupérer du matériel derrière, c'est le cas ici avec cavalier E3. Bon, cavalier G3, effectivement, j'ai pas la belle case D5. En même temps, la belle case D5, je me disais que si j'y allais, mon adversaire jouerait très vite C6, il faudrait que je m'en aille. Bon, il y aurait le point faible D6, c'était probablement meilleur. Mon adversaire a joué cavalier E6, bon, ça c'est logique, hein, c'est ce qu'il voulait. Et donc, ici, j'avais cavalier F5. Toutefois, je voulais pas me presser de le jouer parce que mon objectif, c'est certainement pas de prendre ce fou que je trouve très mauvais pour l'instant, mais de le jouer au bon moment quand j'aurai une attaque décisive sur le roi noir. Donc je joue fou E3, l'objectif de fou E3, c'est en fait de sortir mes pièces, lier les tours, sortir toutes mes pièces pour pouvoir mener l'attaque. Alors évidemment, sur fou E3, on peut penser qu'il y a cavalier G4, mais cavalier G4, ça me gênait pas beaucoup. D'abord parce qu'il y a cavalier F5 qui peut cette fois menacer le fou qui est en l'air et défendre le fou ici. D'accord. Et ensuite, je considérais, mais peut-être à tort, vous me direz, que tous les échanges de pièces autres que le fou m'étaient favorables. Donc à la limite, même dans cette variante cavalier prend, déjà je me replace pour venir en D5, et j'ai enlevé une bonne pièce des noirs. Moi, mon fou, c'était pas ma pièce la plus géniale quand même. Elle avait une diagonale, mais en même temps, pas forcément beaucoup d'avenir. Donc, je trouve que mes deux pièces ici sont plus fortes que les deux pièces ici. Donc, ça m'allait bien, en fait. Voilà. Donc, mon adversaire n'a pas joué cavalier G4, il a joué dame B7. Dame B7, menaçant le pion, menaçant directement de prendre le pion. Voilà. Encore une fois, je voulais pas jouer cavalier G5 tout de suite. Je cherchais plutôt à lier mes tours, à peut-être faire une action sur D6, parce que j'attends D5, en fait, C5. Je me dis C5 va être joué à un moment ou à un autre, et j'aimerais bien à ce moment-là que mes pièces soient prêtes à attaquer. C'est là que je voudrais jouer en fait cavalier F5 pour faire cavalier prend E7, et ensuite dame plus tour qui viendrait prendre D6. Donc j'attends en fait la poussée C5. Mais mon adversaire ne la pousse pas. Donc je joue dame D3, qui lie les tours et qui défend le pion E4. Cavalier D7, donc mon adversaire revient avec ses idées de F5, même si c'est pas totalement possible tout de suite à cause du cavalier, du pion, de la dame. Là, tout de suite, c'est pas possible, ça marchera pas. Mais c'est une possibilité. Et puis aussi, la deuxième idée, c'est évidemment cavalier C5, parce que puisque madame est arrivée en D3, il peut essayer peut-être de gagner mon fou. Cavalier C5, fou C5, cavalier reprend C5, et du temps, puisque je serai à nouveau obligé de déplacer madame. Voilà.
À ce stade, je savais pas quoi jouer en fait. Je trouvais pas de réalisation de mon plan et je pense que je vais analyser la partie. Je pense que c'est ici que, ou même avant Dame D3, parce que Dame D3 c'est pas un coup excellent. C'est ici qu'il faut essayer de trouver un plan agressif pour les blancs. Dame D3, sa défense n'est pas forcément mauvaise, ça lie les tours, mais ça menace rien. Euh, Après cavalier D7, là je joue B3, qui a tendance à essayer de rendre encore plus mauvais ce fou, hein, bloquer tous les pions sur case noire, mais qui menace rien du tout non plus. Ça solidifie la position des blancs, mais ça ne menace rien, c'est pas très agressif. C'est un coup d'attente. Et là, je vois bien une de mes nouvelles faiblesses d'ordre psychologique qui ne rentre pas dans l'erreur radar, c'est je trouve un coup solide, mais pas mieux, je joue le coup solide. Ceci étant, je consommais beaucoup de temps, hein, et là, il me restait 35 minutes. N'ayant pas, pensant que c'était pas encore le moment de jouer cavalier F5, ne voulant surtout pas échanger quoi que ce soit sur G5, j'ai préféré renforcer ma position et attendre de voir. Donc mon adversaire lui avance, comme prévu il joue cavalier C5, donc il propose à madame de se pousser, et je me suis dit que pour rendre cette faiblesse, en fait, j'aimerais arriver à une finale où ce fou est seul face à un de mes cavaliers, même si il y a encore la possibilité F5. En gros, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est si par exemple les noirs avaient F6 de bloquer, ce serait intéressant parce que ce fou serait vraiment très mauvais, et faire n'importe quelle finale contre ce fou, ce serait bien. Là, il y a quand même des perspectives de sortie et d'échange du fou, pas tout de suite, mais un jour ou l'autre. Néanmoins, j'essaye quand même de jouer contre ce fou. Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Et je joue fou prend C5. Donc mon adversaire reprend évidemment avec le cavalier. Et là, j'ai réfléchi longtemps parce que j'avais plusieurs possibilités. J'avais dame E3 pour essayer d'attaquer en fait sur la diagonale ici. Enfin, pas seulement sur la diagonale d'ailleurs, mais aussi de libérer la troisième colonne des cavaliers pour y faire glisser madame, un jour ou l'autre, avec le support justement d'un cavalier en F5, d'un cavalier en G5, voyez, d'essayer d'attaquer le roi comme ça en glissant madame sur la troisième colonne. Donc c'était une possibilité. Ou alors jouer dame E2, hein, parce qu'il faut quand même veiller à défendre le pion ici. Hein. Bon, il y a deux défenses, il y a deux attaques. Dame E2, avec le même genre d'idée, cavalier G5, et puis ce cavalier-là, je sais pas où, sans doute un truc comme H3, cavalier H2, et la dame qui serait en E2, qui pourrait partir sur la colonne H en H5. Ça, c'était intéressant. Je pense que dame E2, ça pouvait être un bon coup. On a aussi dame D2, dans la même idée que dame E3, mais sans bloquer la tour, qui elle-même pourrait monter, par exemple. J'ai choisi dame E2, pour jouer donc sur la diagonale. Mon adversaire a eu peur de l'arrivée de la dame en H5, pas immédiatement, hein, mais après un coup comme cavalier D2 par exemple, et dame H5, cavalier F5. Donc il a joué G6. G6, du coup ça affaiblit un petit peu la case H6 notamment, F6 un peu moins parce qu'il y a le fou, mais ça affaiblit les cases noires autour du roi. Ceci étant, j'ai échangé mon fou de case noire, donc vous voyez, je regrette un peu parce que je ne peux pas vraiment exploiter ça. Si j'avais eu mon fou de case noire, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Par contre, j'ai mes cavaliers, donc je peux essayer peut-être d'amener un cavalier en G4 pour attaquer la case H6 notamment. Tout de suite, j'ai préféré jouer dame E3 pour menacer dame H6. Mon adversaire a joué un coup de défense roi G7. Donc on joue la même partie si vous voulez, c'est rassurant. Par contre, bon, G6 c'est embêtant aussi, ça peut menacer F5. Il faut commencer à être super vigilant sur F5 parce qu'il va arriver quoi, un jour ou l'autre. Et là j'ai joué un coup que je reverrai à l'analyse aussi parce que je le regrette un peu. Mais je me suis dit, bon ok, cette fois il y a sa dame qui est en B7, son cavalier qui est en C5, sa tour qui joue pas en A8, mais j'ai aussi la mienne en A1, Maurice. Enfin pour l'instant, elle a quand même un rôle, elle défend le pion, et je veux pas trop me presser parce que je crois que dès que je bouge cette tour, je vais avoir une attaque genre, je sais pas moi, dame C6, cavalier B5, il faudra que je ramène la tour. C'est la seule pièce pour l'instant qui peut défendre mon pion. Donc elle est là, ça va. Mais par contre, toutes les pièces, enfin il y a beaucoup de pièces noires agglutinées à l'aile dame, notamment la dame.
et le roi qui commence à s'affaiblir un petit peu. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'attaquer ce point, et j'ai joué H4. Mais je regrette parce que j'ai pas réussi à avancer beaucoup plus loin en fait. H4 donc avec la menace H5 évidemment. H5. Et je m'attendais à un H5 de mon adversaire qui m'aurait plutôt fait plaisir parce que après H5, cette fois H6 aurait pu être vraiment faible. Et j'aurais pu essayer des coups comme cavalier G5 ou même peut-être cavalier E2, G4, pourquoi pas, enfin cavalier, pardon, cavalier E2, cavalier H2, G4, puis on prend, cavalier prend, roi H2, tour G1. Il y avait moyen quand même d'essayer de manœuvrer ici pour attaquer le roi noir. Mais il n'a pas joué H5. À ma grande surprise, il a joué cavalier E6. Et c'était pas une super nouvelle, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, après H4, il avait à sa disposition cavalier F4, qui est un coup qui défend bien. Et si je m'acharne à vouloir ouvrir la colonne, c'est peut-être lui qui va en tirer profit en fait. Et ça me faisait peur. Parce que là, je me suis rendu compte que peut-être que les noirs allaient attaquer sur la colonne H beaucoup plus vite que moi. Au final, c'est eux qui ont un cavalier bien placé en attaque. Moi, je peux même plus avoir la même chose. Toutes les cases ici me sont totalement interdites. Et par contre, les noirs, eux, sont déjà positionnés en attaque. Ils vont pouvoir exploiter en un seul coup la colonne, ce que moi, je ne peux pas faire. Et finalement, après une ouverture comme F5, je sais pas, non, là c'est peut-être dangereux F5, mais la dame pourrait entrer en jeu assez vite quand même. Ou même tout simplement par... ils n'ont pas besoin de défendre ce pion, donc une tour qui vient ici, qui avance, doublement des tours, la dame qui suit avec dame C8 pour venir en H3, il y a même un sacrifice possible ici, ou un sacrifice possible en G2, encore plus fort. Bref, je me suis rendu compte que ça pouvait aller très vite côté noir, et que les blancs n'avaient, malgré la présence de toutes leurs pièces à l'aile roi, pas l'équivalent. Ils ne peuvent rien menacer de très concret. Donc j'ai eu très peur, et je me suis dit, bah non, je peux pas pousser H5. Alors que peut-être H5 est possible, hein, après tout, H5, on peut regarder si cavalier F4, on n'est pas obligé notamment de faire H prend G6, rien de presse. On peut laisser les noirs le faire, et les noirs vont jamais prendre en H5 bien sûr, donc on peut laisser le pion ici. Et si cavalier prend, bah, c'est pareil, on est content, on fait cavalier reprend et tout va bien. Donc en fait, ici les blancs peuvent avoir un temps qu'ils peuvent essayer d'exploiter pour faire quelque chose. Si je... par exemple H6, boum, hein, en disant soit tu sors ton roi, et là, là tu vas peut-être avoir des problèmes, parce que moi je vais jouer cavalier E2 pour attaquer ici, je vais jouer G2, je vais bouger mon roi et je vais amener la tour, je vais profiter de la colonne H ouverte, cette fois on inverse les rôles si vous voulez, donc ça c'était une possibilité, et sur H6, si le roi recule, bah, les blancs sont super contents d'avoir planté ce pion en H6 quand même. Donc voilà, j'ai peut-être un peu paniqué ici en me disant cavalier F4, c'est si je joue H... Pardon. Je suis perdu là, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai peut-être paniqué en me disant cavalier E6, en me disant si je joue H5, cavalier F4, H prend et je suis mal, mais en réalité, je pouvais attendre ici et jouer par exemple cavalier E2. Voilà. Donc du coup, j'ai pas poussé H5 parce que j'ai pas vu cette possibilité, et j'ai joué directement cavalier E2. Avec la même idée si vous voulez, mais un temps plus tôt. Et mon adversaire a bien joué, je trouve. Il a joué H6 et ça m'embêtait parce que du coup, maintenant, si je pousse H5, il y a par exemple G5 qui vient fermer le roc. C'est pas forcément le meilleur coup non plus, hein, parce que sur cavalier G3, là, j'ai une super case, donc je suis quand même content avec les blancs. Par contre, il peut faire lui aussi un statu quo, il peut ne pas bouger. Il peut par exemple défendre son pion là-bas en jouant C5. Et là, c'est délicat pour moi parce que si je fais pion prend, pion reprend, c'est un petit peu à l'avantage des noirs l'ouverture de cette colonne. D'autant plus que pour les noirs, maintenant la dame va pouvoir entrer en jeu très rapidement avec une position agressive, quoi.
Donc H6, je me suis dit, finalement, je vais avoir du mal à progresser. Alors j'ai cherché à replacer mes pièces, et notamment ce cavalier qui pour l'instant empêche la dame de bouger aussi, parce que j'ai besoin d'attaquer. Donc j'ai joué cavalier C1, avec l'idée de venir cavalier D3. Comme le coup était attendu, hein, c'est évident, après, dans cette position, les blancs jouent F5. Et mon idée, évidemment, sur F5, en ayant joué cavalier C1, c'est de replacer mon cavalier en D3. Alors, c'est super tactique, mais l'idée, en fait, ici, cavalier E2, si vous voulez, il tenait les deux cases aussi, qui sont les belles cases du cavalier E6. En venant en C1, je tiens toujours la case D4, mais pas la case F4. Okay, et après cavalier E3, je reprends aussi la défense de la case F4, et c'est important puisque le cavalier ne peut plus y aller. Alors par contre, quand on fait ça, il faut vérifier les conséquences de F4, bien sûr, ça c'est important. Et il faut vérifier aussi, c'était l'intérêt, que le cavalier ne peut pas venir en C5 pour attaquer le pion E4, puisque mon cavalier en D3 est venu contrôler la case. Donc en fait, les deux cavaliers blancs sont un petit peu à la défense des cases, c'est un peu compliqué, mais des cases visées par le cavalier noir, quoi. Qui est lui, finalement, sur sa case de 6, extrêmement puissant, hein. On le voit là, je l'ai bien représenté, mais il rayonne ce cavalier, et il est même... Enfin, j'ai l'impression d'avoir besoin de 2 cavaliers pour le maîtriser, quoi. Et en plus, il est inattaquable. Voilà. Donc ça, attention, il y a F4 qui menace ici, qui est possible. Si les noirs jouent F4, j'avais prévu simplement Dame E2, en me disant que il allait être difficile, malgré tout, pour les noirs de progresser. Mais je trouve que, après mes coups de tout à l'heure, à savoir B3, Dame D3, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé des coups très agressifs. J'ai l'impression que la position confortable des blancs est devenue difficile à tenir maintenant. Et peut-être j'ai raté H5 aussi, en attaque. Et du coup, je me retrouve en défense. Alors c'est bien, mes pièces sont bien placées en défense, quasiment toutes sur case blanche, mais je vois pas, enfin, je vais pas gagner cette partie, quoi. C'est mal parti. C'est vraiment, ça tient, youpi, mais ça menace plus grand chose. Mon adversaire a pas joué F4. Il a peut-être perdu un petit peu patience, mais sa dame n'était pas excellente, même si maintenant, après F5, elle prend du service. Et en quelque sorte, il a craqué, il a joué Dame prend E4. C'est pas un bon coup, je crois pas. C'est pas non plus une gaffe, hein, c'est pas une erreur. Si on regarde les évaluations de l'ordinateur, ça perd pas de points, mais enfin, c'est quand même pas un super bon coup. Et ça rend plutôt service au blanc parce que je commençais quand même à avoir un petit problème avec ses pions. On voit le centre noir est omniprésent. Il n'y a pas l'équivalent blanc. Enfin, j'avais quand même un pion, hein. Mais après F4, c'est quand même la grosse percée. Et là, par contre, c'est moins clair parce que il y a Dame prend, pion prend évidemment, tour prend, donc on tient. Et effectivement, les noirs ont ouvert la colonne, mais ils vont pas forcément facilement pouvoir attaquer le pion F2. Il reste avec un fou qui n'est pas encore génial, parce qu'il a qu'une seule case pour l'instant. Et donc, bon, attention à la tactique. Il faut que les pièces blanches se fassent pas piéger par un E5, E4. Mais pour l'instant, il n'y en a pas en fait. Là-dessus, mon adversaire a joué C5. Un petit peu forcé parce que on note, hein, qu'après tour prend, là, le pion était menacé. Enfin, forcé. Je suis même pas certain parce qu'il y aurait peut-être une découverte ici. Enfin bon, il a joué C5 pour défendre son pion. Ce qui fait pas de ce fou une super pièce non plus. Par contre, la finale approche, et j'ai quand même un petit souci avec le pion A5, hein, qui commence à clignoter rouge parce que il monopolise une tour. Il y a bien un fou qui va pouvoir l'attaquer, et fou contre tour, je vais monopoliser plus de pièces à la défense que lui à l'attaque, quoi. Et ça m'embête. Et en plus, là, j'ai une défense, mais si son cavalier vient à arriver ici, et c'est pas très dur, hein, D4, enfin peut-être pas D4, mais s'il passe par D8, C6, fou, on a 2 attaques sur mon pion, j'ai qu'une seule défense, il va falloir vite que je trouve des moyens de m'en sortir.
Alors j'en ai, hein, parce que je peux doubler par exemple ici, et ramasser derrière le pion A6, c'est une possibilité. Mais il faut être vigilant. Voilà. J'ai aussi un cavalier qui peut arriver en D5 et ensuite aller en B6. Alors évidemment pas si vite que ça, mais en passant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est lent, c'est lent. Voilà. Donc la finale qui se dessine n'est pas forcément géniale pour les blancs, mais rien n'est perdu. Et je pense que les noirs avaient une meilleure position avec les dames sur échiquier. Je joue tour à E1, l'idée c'est tout simplement de préparer une pseudo-arnaque à base de prise ici en E5, hein, parce que la menace, cavalier prend E5, pion prend E5, tour prend E5, et on doit ramasser une des deux pièces par enfilade en fait. Donc c'est un peu de la menace lourdingue, mais au moins je prends l'initiative, pour une fois j'essaie d'attaquer quelque chose. Fou F6 qui part facilement la menace, mais qui en contrepartie ne menace rien. Et tour D1 du coup, puisque en jouant en D6, le fou F6 a lâché la défense du pion. J'étais un peu en crise de plan là, il me reste 16 minutes, c'est plus beaucoup. Et bon, j'essaye d'attaquer un petit peu les pions noirs, mais toutes mes menaces sont faciles à parer. Et pendant ce temps-là, j'essaie de trouver un plan, de me dire comment je vais m'en sortir. Donc j'essaie d'avoir de l'activité pour mes tours, mais il faut trouver un plan plus actif. Donc évidemment, il y a la case D5 pour un cavalier, ça fait envie. Mais pour l'instant, je ne le joue pas, je vais vous dire pourquoi. Ça m'embêtait que ce cavalier bouge par exemple ici. Alors il faudrait en fait qu'il fasse cavalier C1, E3. Non, c'est même pas comme ça que je vais pouvoir y aller. Il faut que je passe par E3 pour aller en D5. Ok. Donc pour aller en E3, je peux passer par G4 ou par F1. Donc il y aurait cavalier E2, cavalier F1, cavalier E3, cavalier D5. Alors d'abord c'est très long, 4 temps. Ensuite en chemin, dès que je joue cavalier D2, eh bien on a cavalier D4 qui est super fort, menace ce pion, menace d'autres cases. F5 aussi. Donc c'est embêtant. Mes deux cavaliers, si vous voulez, ils sont toujours tenus à la défense des belles cases du cavalier E6. Moi, le cavalier E6, c'est vraiment la meilleure pièce des noirs pour l'instant, et il me pose de vrais problèmes. Tour à E8, qui prépare peut-être l'avenir. Hein. Après, justement, avec cavalier D4, cavalier prend D4, E prend D4, bon bah il faut que la tour soit sur cette colonne. Pardon, donc c'est ce que préparent les noirs. Et je décide en fait d'essayer quand même d'atteindre cette case, mais avec le cavalier D3. Pour ça, il faut que le cavalier vienne en E2. Il faut qu'il passe par G2. Pour passer en G2, il faut amener le pion en G3, ce qui en plus présentera l'avantage, c'est pour ça que j'y vais avec ce cavalier, de bloquer la case F4 du cavalier E6. Okay. Et de G2, mon cavalier pourra enfin aller en E3 et en D5. Il faut bien faire quelque chose en quelque sorte. Et de D5, il pourra pourquoi pas aller aussi en B6 si besoin, ou créer des menaces dans le camp adverse. Donc cavalier E1, c'est ça l'idée, c'est de jouer G3 et ensuite de monter le cavalier en D5. L'adversaire joue cavalier D4. Alors cavalier D4... je sais pas si je peux poursuivre avec mon pion G3, ça me faisait un peu peur parce que derrière il y a comme une découverte du fou qui pourrait ramasser le cavalier, hein, parce qu'il y a la menace du cavalier de la tour. J'ai trouvé qu'immédiatement ce cavalier était fort, qu'il était gênant, et j'ai décidé de l'enlever. Alors, ouais, j'ai décidé de l'enlever, mais pas tout de suite, pardon, excusez-moi. Parce que si je le prends tout de suite, il y a pion prend, ma tour est en l'air, je peux par exemple faire tour prend, tour reprend. J'ai ce pion qui est en l'air, donc je dois le défendre avec G3 par exemple. Et sa tour peut entrer en E2, menaçant mon pion C2. Si je veux défendre le pion C2, j'ai par exemple... Enfin, il est déjà défendu, pardon. C'est vrai, il est déjà défendu. Donc ici, je peux jouer roi F1. Je n'avais pas vu, en fait, pendant la partie, dans mes calculs, que le pion ait été défendu par... Ah, j'avais pas vu ça. Donc du coup,
j'ai joué roi F1 pour éviter la pénétration de la tour en E2. Ici, après tour A8, cavalier E1, cavalier D4, j'ai joué roi F1 avec l'idée cavalier prend et la tour ne viendra pas en fin de variante en E2. Bon, c'est pas plus mal aussi d'éviter la tour de rentrée, mais en fait, on se rend compte que si la tour rentrait, on jouait roi F1 et est obligé de repartir. Ce qui n'est pas un mauvais coup, hein. Je viens juste de me rendre compte que c'était pas obligatoire. Voilà. Roi F1. Ok. Fou D8. Donc là, mon adversaire menace clairement mon pion. Et moi, je l'ignore royalement, pardon, en jouant cavalier prend comme prévu. Pion prend. En fait, à ce stade, je vise la nulle, hein, parce que je ne vois pas comment progresser. Tour prend, tour prend. Donc là, cette fois, mon roi, pardon, empêche la tour d'entrer en E2. Je défends le pion H4 qui était menacé par le fou. Et finalement, ce pion n'est pas prenable, le pion A5, parce que si fou prend, il y a tour A1 qui menace le fou doit s'en aller, je ramasse le pion A6 derrière, donc égalité matérielle, et par contre ma tour est beaucoup plus active, puisqu'elle va rentrer sur la 6e ou la 7e rangée, alors que la tour noire, elle, ne peut rentrer en gros nulle part. Voilà, donc mon adversaire joue G5, je montre, hein, si besoin. Tour A1 qui menace le fou, donc il faudrait que le fou s'en aille, par exemple en C7. Tour prend, et cette tour-là est très active, puisqu'elle menace le pion. Elle peut venir ici clouer le fou et menacer le roi, se balader un petit peu partout, en fait, embêter les blancs, les noirs, pardon. Et les noirs, avec leur tour, n'ont pas la même chose, puisqu'il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir là. Donc il n'a pas de case d'attaque, et la seule colonne ouverte, elle est pour l'instant aux mains des blancs. Même si, à mon avis, c'est pas gagnant. Les blancs ont juste un petit avantage ici, mais à concrétiser, ça va être compliqué quand même. Donc mon adversaire prend pas le pion. Ça, fallait le calculer, donc j'étais quand même content. Hein, quand j'ai joué ici roi F1, c'était en me disant aussi qu'il ne pouvait jamais prendre le pion A5, donc c'était plutôt bien calculé, même si j'avais pas vu qu'il ne pouvait pas rentrer ici avec sa tour. Et donc j'ai 3 pour défendre le pion. Voilà. Là-dessus, mon adversaire joue H5, pion prend, pion prend. Alors je prends parce que je veux pas créer des horreurs, hein, comme pion prend, pion reprend, et j'aurais un pion faible en H4, qui tomberait d'ailleurs avec le fou derrière. Donc je prends, c'est peut-être quasiment obligatoire, pion prend. Et ici, bon, il y a plusieurs possibilités. J'ai joué cavalier G2, avec l'idée en fait d'empêcher la tour de venir en E3 une fois que je vais jouer F4. Parce que je voudrais jouer F4 pour essayer peut-être d'avoir un pion passé à l'aile roi. Mon adversaire n'aura pas l'équivalent en fait, il n'a pas de pion passé lui. Il va falloir peut-être qu'il essaye de percer en sacrifiant des pions. Et d'ailleurs, il y a des variantes à vérifier, parce que il a quand même plus de pions à l'aile dame, et si les rois s'éloignent un peu, il peut malgré tout essayer de, notamment en prenant ce pion, essayer de faire des descentes de pions, et d'en promouvoir un, c'est possible. Donc il faut être vigilant. Mais en attendant, c'est pas pour tout de suite, et moi ce que je voudrais, c'est créer ici un pion passé, et empêcher sa tour de rentrer en E3, parce que ce serait quand même une super belle case pour sa tour. Voilà. Alors évidemment, je regardais aussi du G4 hein, pour bloquer son fou, mais en même temps, je me bloque parce que j'ai du mal à progresser si je joue G4. Donc j'ai joué F4, pardon, pour essayer d'avoir ce pion passé, et mon adversaire a joué G4 pour bloquer mes pions. Donc là, ça va être un peu plus dur de progresser, mais de progresser pour tout le monde. Ici, j'ai joué roi F2, donc en essayant de défendre le pion G3, au cas où mon cavalier s'en irait, hein, se balader par là, je sais pas, ou par ici, pardon, ou par ici. Évidemment, j'aimerais bien atteindre la case D5, mais c'est pas facile d'y aller là. Donc, en tout cas, si mon cavalier bouge, il y a de fortes chances que sa tour rentre en E3, et je voudrais pas qu'en plus, en E3, elle attaque le pion G3, donc déjà, mon roi défend le pion G3. C'est une bonne chose, et donc si la tour rentre en E3, c'est un peu moins grave. Là, mon adversaire a joué fou prend A5, je trouve vraiment que ce coup facilite la tâche des blancs, parce que là, je vais pouvoir activer ma tour. Tour A1, le fou s'en va, tour prend, et j'ai une tour qui est beaucoup plus active que celle des noirs. Donc il défend son pion qui était menacé hein, par ma tour.
Alors, il n'y a pas de pion ici, mais ici. Et donc, je joue cavalier E1 avec l'idée de placer mon cavalier en D3. Et pourquoi pas, un peu plus tard, de l'amener en F2 pour attaquer le pion G4. Parce que ce pion va être faible, et ma tour, elle pourrait passer sur la colonne G, combinée à l'action du cavalier pour prendre le pion G. Un plan un peu tordu, mais qu'est-ce que vous voulez que j'attaque ici? J'ai pas trouvé mieux. Il me reste 4 minutes aussi, il reste 18 minutes à mon adversaire. Donc il joue roi F5, qui menace de pénétrer dans ma position. Il faut faire attention à ça, c'est une vraie menace, roi E4, parce que derrière, il peut y avoir, si mon cavalier bouge notamment, il peut y avoir D3, puis on prend, roi vient en C3. si mon cavalier ne tient plus la case D3, son roi en E4 va être très fort, hein, parce qu'il va donc avoir la possibilité de venir se promener dans ma position. Je joue cavalier D3. Donc l'idée c'est de dire, si tu viens ici, déjà tu n'as plus accès à la case C3. Ok. Tu peux entrer nulle part avec ton roi, il restera en E4, et ensuite ma tour va peut-être pouvoir jouer, par exemple redescendre, faire un échec, ou venir sur la colonne H pour pénétrer par ici. Pourquoi pas là, enfin, essayer de faire des choses avec ma tour, quoi. Tour H8, donc la menace c'est tour H3, tour H2. Impossible de laisser rentrer la tour, donc roi G2. Et la tour vient tout de suite se repositionner ici pour défendre le fou, mais aussi reprendre possession de la colonne, parce que sinon c'est moi qui vais la prendre. Je joue tour A1, c'est un coup qui n'a pas été tellement aimé sur le chat, mais en regardant, c'est un coup qui va très bien. L'idée de tour A1, c'est tout simplement de dire, bon, ma tour ici, elle peut rien faire. Ok. Si elle descend, elle ne pourra pas plus attaquer le fou. Même si c'est un peu intéressant quand même de jouer tour A7, parce que du coup, il n'y a plus de tour H8 qui est possible, parce qu'il y a le fou qui est là, mais alors il faut qu'il fasse attention aussi à ne pas bouger fou F8, parce qu'il y a tour F7, échec, qui ramasse pas tout de suite le fou, mais qui prend de la liberté. Mais quand même, quand le fou bouge, par exemple en D8, si on veut éviter les arnaques, il y a la tour qui rentre ici, donc on a une nouvelle activité de la tour noire, et ça c'est embêtant. Alors qu'en jouant, tour A1, il y a une notion de l'activité de la tour noire, je vais la prendre en jouant tour E1 en fait. Et une fois qu'on fera un vis-à-vis comme ça, je pense que les blancs seront mieux, ils auront peut-être même des chances de gain. Donc le passage de la tour A1, c'est de viser la case E1 en fait. Et mon adversaire le voit et il réagit bien avec fou F6, qui m'empêche de jouer tour E1. Du coup, mon roi vient en F2 parce qu'il y avait une menace évidente qui était tour E2 échec, hein, dans la position précédente, après fou F6. Donc ça empêche, fou F6 c'est un bon coup, ça empêche tour E1, et aussi ça menace de jouer tour E2 échec et de ramasser le pion C2. Donc j'empêche ça. Tour H1 qui menace tour H2, alors là j'avais peut-être du tour G1, mais bon c'est plutôt petit, et puis il y aurait eu quand même tour échec, tour G2, tour H1, la position sans la nulle quand même, et je reviens pour empêcher la tour, et voilà, on fait une répétition, menace tour E2, empêche, menace tour H2, empêche, partie nulle. Voilà. Donc c'était la deuxième ronde de la Lichess 45-45, nul contre un joueur à 2255, moi j'étais content, c'est un bon résultat. Je pense que je vais beaucoup analyser le milieu de partie, parce que c'est un peu mou, dame D3, B3, même mes cavaliers, j'ai pas trouvé les meilleures cases. H4 était peut-être bien, au début j'ai cru que c'était pas bien, en regardant tout à l'heure je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais quand même pousser H5, donc j'aurais dû pousser H5, mais je sais pas si ça gagnait tout ça. Un truc amusant que je vais vous montrer sur cette partie, c'est que malgré la mollesse des coups, l'analyse de Lichess, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là, je vais peut-être remonter le truc. Lichess aime bien. 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe et 9 centipions en perte moyenne par coup. Donc c'est un jeu plutôt précis, même si faut voir ce que considère Lichess comme une imprécision, parce que j'ai regardé brièvement avec Stockfish, mes coups sont rarement dans le premier ou le deuxième coup de Stockfish. Enfin si, parfois, mais
pas tout le temps, quoi. Donc il y a quand même ce qu'on peut appeler des imprécisions, et puis je pense que de toute façon, un joueur à 2255, c'est un fort joueur, mais ça peut être battable. J'ai fait nul avec les blancs, dans une position à laquelle je m'attendais, donc j'aurais pu espérer, enfin je dois progresser pour être capable de gagner ce genre de partie, quoi. En l'occurrence, ça sentait la crêpe là, puisqu'elles étaient bien préparées par ma fille et ma mère. Et j'ai commencé aussi à avoir deux trois verres de cidre dans le nez. J'étais content de faire nul pour aller manger mes crêpes, quoi. Voilà. Mais c'était sympa. Encore une fois, c'était un super entraînement. La partie, je trouve qu'elle est pas mal quand même, elle est correcte. Et j'ai pas trouvé le chemin en fait. Ça arrive aussi, c'est ça les échecs. Il faut s'habituer aussi aux parties nulles. Je pense que l'important c'est quand même de ne pas perdre de partie. La partie nulle, ça fait partie du jeu. C'est pas un mauvais résultat en soi. J'ai pas réussi à battre mon adversaire, il m'a neutralisé. Euh, il y a un an, nul contre un joueur à 2250, je signais des deux mains, quoi. Même là, je suis content. Ça reste, c'est un bon résultat, donc je prends 5 points dans l'histoire, c'est pas mal. Voilà, alors nul, maintenant, reste que mon équipe doit faire mieux que moi si on veut gagner ce second match, parce que ce serait dommage qu'on fasse encore nul ou qu'on le perde. On verra, l'histoire le dira, je vais regarder les parties de mes coéquipiers dans les jours qui viennent. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie, c'était un peu long. Je pense que la partie intéressante, c'est que je vais beaucoup la regarder, moi je vais l'analyser, et si vous aussi vous avez des idées, ce serait super sympa de me les donner. Et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à très très bientôt sur Chess Me. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir.